Yo tout le monde, c'est Dazou, j'espère que vous allez bien. Quoi? Ma tête? Vous inquiétez pas de ces détails-là. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes intrigué par la miniaturation, le titre. Mais comment ça se fait? Comment il peut réussir à savoir le nombre de vues, faire une miniature et un titre pour ça? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre ça à jour? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers du sujet des API. Des API en tant que développeur, comment développer avec une API, comment la manipuler et arriver à un résultat intéressant. Comme celui de cette vidéo par exemple. On va faire ça ensemble rapidement. C'est parti, let's go! Bien, déjà une API, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, une API, c'est un intermédiaire entre deux programmes ou services. Il est fait de sorte que les développeurs puissent accéder à des fonctionnalités, des services ou des données sans avoir forcément à savoir en interne comment ça fonctionne. Cette API, ce logiciel, vient apporter une couche abstraite entre le développeur et les personnes, les tierces, qui viennent fournir en fait ces services, ces données aux développeurs. Prenons l'exemple très simple de vous voulez réaliser une application qui permet aux gens de savoir quel temps il fait aujourd'hui. Eh bien, vous n'allez pas vous improviser météorologie juste pour la situation. Vous avez juste besoin de savoir combien de degrés il fait aujourd'hui à Paris, à Montpellier, etc. Eh bien, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement de rechercher un tierce qui fournit en fait ces données-là que vous pourrez accéder. Vous n'aurez ainsi pas besoin de savoir comment est-ce que les données sont récupérées, est-ce que j'utilise tel ou tel appareil, etc. Vous ne savez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez à faire des requêtes, à utiliser un outil et vous récupérez ainsi vos données pour votre programme. C'est tout ce qui vous importe. Pour les personnes qui vont utiliser l'application, ça sera totalement transparent. Pour eux, c'est comme si l'application n'avait fourni les mêmes. Pour les développeurs, de leur côté, ça leur retire une énorme charge de travail. Ils n'auront pas à essayer de comprendre exactement comment fonctionne tout le système de météo, apprendre comment récupérer les données par eux-mêmes, etc. Juste, ils font les requêtes, ils ont leurs données. Et pour les tiers, ça leur permet en fait de fournir des services à des particuliers et potentiellement rentabiliser avec ça. Cette couche aussi d'abstraction peut permettre à des entreprises de fournir en fait des services à des particuliers sans pour autant avoir à dévoiler en fait le fonctionnement en interne de leur application, ce qui pourrait leur être préjudiciable. Pensez-y, YouTube gagne à ce que des développeurs puissent utiliser leurs services afin de permettre de créer du contenu, etc. Mais ils ne gagneraient pas vraiment à ce qu'ils connaissent toutes les infrastructures, savoir comment ça fonctionne. Ça va pas les arranger, ça pourra potentiellement créer un autre concurrent embêtant. Et TikTok est déjà là. Secret d'entreprise. On peut aussi mentionner le fait qu'une API, ça peut prendre la forme d'une librairie, du code fait par autrui, où nous avons des classes, des fonctions qu'on peut utiliser afin de réaliser différentes opérations. C'est le cas par exemple de Qt, qui offre la possibilité de faire des interfaces graphiques avec leur librairie. Sans ça, si vous voulez partir de la base et tout et ça, vous aurez besoin de savoir comment est-ce que je peux interagir en fait avec le processeur pour dessiner en fait sur l'écran différents pixels pour faire une fenêtre ou dessiner une image. Ce qui serait bien plus chronophage, ça prendrait beaucoup plus de temps à mettre en place. Ça va vous faciliter la tâche, vous avez juste à dire que vous voulez une fenêtre et la fenêtre elle apparaît. Comme pas magie. Même lorsque je fais un simple print en Python, j'utilise déjà techniquement une API. Vu que là, un intermédiaire intervient du code au milieu afin que je puisse écrire du texte dans le terminal. Ou même lorsque je fais un datetime pour obtenir quel temps il faut aujourd'hui, encore une fois, j'utilise une API. Bref, vous voyez aussi qu'une API, ça peut prendre plusieurs formes. Et afin de savoir comment est-ce qu'on peut communiquer avec une API, généralement une documentation nous est fournie afin qu'on puisse savoir les règles, les différents processus à mettre en place, les cas d'utilisation pour qu'on puisse savoir rapidement, ok, si je veux obtenir le temps qu'il faut aujourd'hui, j'ai juste à faire ça et normalement j'obtiens la réponse. C'est le cas par exemple pour Qt, c'est une documentation, c'est le cas aussi de Python, c'est aussi le cas de YouTube, comme nous allons voir tout à l'heure. De nos jours, lorsqu'on réalise une API, on parle très souvent du modèle REST, ou Representational State Transfer, où nous avons des ressources auxquelles on peut accéder et effectuer des actions via une requête HTTP sur un lien qui nous a été fourni. On signifie dans notre requête ce qu'on souhaite faire exactement via ce qu'on appelle une méthode. Pour obtenir des informations, ça sera la méthode GET. GET pour obtenir. Pour le cas de YouTube, on aurait par exemple ce lien-là pour accéder aux ressources vidéo de YouTube et on peut utiliser des paramètres afin de préciser quelle information on veut exactement ces vidéos. Des statistiques, son titre, le nombre de vues. Ce qu'on veut. On précise ces paramètres-là, ensuite on fait la requête et une réponse nous est retournée. Voici un exemple d'une réponse au format JSON pour une vidéo que j'ai postée récemment. C'est dans ce format-là, nous avons des clés et nous avons différentes valeurs. Et avec ça, on a des informations sur notre vidéo. On peut aussi citer la méthode POST qui nous permet en fait d'envoyer des informations au serveur
et le serveur va s'en servir afin d'effectuer certains traitements. Par exemple, si vous voulez upload une vidéo, vous allez devoir envoyer une vidéo pour ça, donc ça sera une requête de type post. Et dans cette requête, vous allez fournir la vidéo, le titre, la description, etc., etc. Je pense qu'il peut être intéressant de parler un peu du modèle REST parce que non seulement il y a aussi les ressources, mais il y a aussi d'autres notions importantes à aborder, dont la question du stateless. Stateless qui veut dire sans état en français. Parce que l'API ne va pas se souvenir que par exemple vous avez déjà fait cette requête plus de 1000 fois. Et avoir s'en souvenir en particulier. Tout ce dont elle aura besoin, c'est de savoir, ok, tu veux accéder à quelle vidéo, quelle information tu veux. C'est tout ce dont elle a besoin et elle vous retournera une réponse. De plus, les différentes ressources d'une API REST sont censées être indépendantes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un GET pour faire une modification d'une vidéo. Voilà. Tu gères ça comme tu veux. Peut-être tu as besoin d'une information. Ensuite, après, tu modifies cette information pour modifier une vidéo. Mais toutes les ressources de l'API REST sont indépendantes. On dit que les communications sont stateless. Bien sûr, elle ne vous empêche de faire un service qui vous permettra de savoir que tel utilisateur il fait trop de requêtes sur une vidéo. Mais ça sera un autre service qui est indépendant de REST. Il est aussi important de préciser qu'il n'existe pas que le modèle REST. Le modèle REST, il est plutôt récent. Avant, il existait d'autres modèles qui étaient utilisés, dont, il est important de mentionner, le modèle SOAP, pour Simple Object Access Protocol, qui est considéré comme plus exigeant que le modèle REST. Déjà, les voies de communication ne sont pas standardisées. En général, on peut communiquer avec l'API via du HTTP, via du SMTP, et il y a tout un tas d'autres protocoles. Ça dépend de la personne qui veut fournir l'API. Et les réponses, elles sont envoyées en format XML. En REST, on n'utilise que de l'HTTP pour les requêtes. Et pour envoyer la réponse, on peut soit utiliser du JSON ou tout autre format qui puisse permettre à la personne de voir la ressource auquel il va accéder les informations. Voici les informations. Il y a aussi le modèle RPC pour Remote Procedure Call, qui permet carrément de appeler une fonction à distance, une fonction d'un programme à distance. Mais bon, tout ça, de nos jours, c'est généralement quand on verrait une API, ça serait une API REST. Bien sûr, là, je parle du web. Dans le cas du livret, ça ne sera pas modèle REST. On va pouvoir se dire, mais pourquoi est-ce que ça a autant marché? Eh bien, déjà, ce qui était particulièrement intéressant avec REST, c'est qu'avec l'émergence d'Internet, on a commencé de plus en plus à faire des requêtes HTTP. Donc, tous les appareils ont commencé à être équipés de quoi faire des requêtes HTTP, de quoi communiquer avec Internet. Et donc, pour les développeurs, ça devient un truc intéressant de partir sur ça comme base. Chaque développeur peut développer son application en prenant en compte que tout le monde peut faire des requêtes sur Internet. Donc, avec ça, en fait, je pourrais facilement faire en sorte que tu puisses obtenir des informations de la météo. Tu fais la requête HTTP, tu as la réponse. Et pour ceux qui créent ces API-là, en fait, c'est pratique parce qu'ils peuvent organiser les ressources dans le modèle REST un peu comme ils veulent. Et ils peuvent aussi mettre autour une surcouche d'authentification, jetons, voilà, tout ce que vous voulez. Et l'API, elle fonctionnera toujours les mêmes ressources. Et en interne, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Ils peuvent aussi garder en fait le secret. Donc, on voit que ça reste une idée intéressante, l'API REST. Et vu qu'on fait des requêtes HTTP, très souvent, en fait, les outils sont faits tout ça à pouvoir sauvegarder, en fait, le résultat de ces requêtes-là. Ainsi, on n'aura pas besoin en fait de très souvent refaire des requêtes et ça devient plus fluide pour l'utilisateur. Bref, je ne vais pas m'attarder non plus trop en détail sur ce sujet, mais vous avez un peu l'idée. Maintenant, on passe à la pratique de notre projet. Bien, afin de réaliser notre projet, nous allons passer de la documentation. Pourquoi? Car il faut qu'on sache comment est-ce qu'on peut interagir avec l'API de YouTube. Logique. On aura besoin de réaliser 3 trucs en particulier. Petit 1, obtenir le nombre de vues. Petit 2, modifier le titre avec ce nombre de vues. Et 3, modifier la miniature. Mais avant ça, il faut qu'on passe à quelques prérequis. Les voici. Oula, il y en a pas mal, hein. Bon faut s'y coller. Déjà, il nous faut un compte Google. Ça, check. Ensuite, il faut qu'on crée un projet Google Cloud. Bien, pour ça, c'est pas compliqué. On clique sur le lien, on va sur Nouveau projet. On précise dans notre projet, ça sera YouTube-API. On fait OK et voilà, notre projet Cloud est fait. Il faut aussi qu'on ajoute YouTube Data API à notre projet afin que celui-ci puisse se servir de l'API. OK, maintenant, on est prêt pour configurer les identifiants. Car oui, malheureusement, l'API de YouTube est privée. Je ne l'ai pas précisé, mais il existe des API publiques et des API privées. En termes publics, on veut surtout dire que tu as besoin d'authentifier pour accéder au service. Mais en privé, tu dois t'authentifier. C'est surtout mis en place pour faire en sorte que les gens n'abusent pas de l'API, ne flottent pas les services. Il y a 2 moyens de s'identifier. Avec YouTube, on peut s'identifier via une clé d'API, qui est une chaîne de caractères comme une chaîne qui apparaît à votre écran,
qu'on va utiliser comme un mot de passe afin de s'authentifier auprès de Google, dire voilà c'est nous, il va dire ok, tu es bien enregistré et tu peux accéder au service. Mais on va pas se servir de ça. Pourquoi? Parce que avec ce mot d'authentification, on ne peut accéder qu'aux données publiques. Aux données publiques, on ne peut pas modifier aussi des vidéos, ça ne nous arrange pas. Donc on va passer à la deuxième méthode d'authentification avec ce qu'on appelle un OAuth. Un OAuth, c'est une façon plus complexe de s'authentifier auprès de Google. Au lieu de simplement fournir une chaîne de caractères qui te sert de mot de passe, tu devras fournir un identifiant et aussi un secret, qui est un peu comme un mot de passe. Tu fournis ça à Google et eux, ils vont te remettre une clé temporaire que tu pourras utiliser à chaque fois que tu veux accéder au service afin de pouvoir réaliser ce que tu as réalisé. Quelqu'un me dira, mais quelle différence? Eh bien, tout mon cher ami, la sécurité. Encore une fois, tout va tourner autour de ça. Vous verrez toute la vidéo, ça tourne de ça. La sécurité. Prenons un exemple, vous allez très vite voir pourquoi on fait tout ça. Imaginons que vous devez réaliser des travaux dans le coffre d'une banque. Vous devez réaliser vos travaux, l'intérêt est légitime, la banque doit vous permettre d'accéder pour faire ce travail. Mais ils ne vont pas se permettre de vous donner un double des clés du coffre. Ça n'a pas de sens. Par contre, s'ils peuvent vous fournir une clé qui n'est que temporaire, que vous pourrez utiliser une seule fois et juste accéder à la partie du coffre où vous devez accéder sans accéder au lingot derrière, ça les arrangera beaucoup mieux. Eh bien, c'est ce qui se passe dans le cas de Google ici. Modifier ou publier une vidéo sont des actions critiques pour Google. Parce que du coup, vous allez devoir utiliser des services, faire certaines actions qui pourraient potentiellement poser problème. Donc, Google a besoin de s'assurer que vous n'aurez accès que à ce à quoi vous devez accéder et que cela soit uniquement temporaire, voire unique. Avec le premier mode d'authentification, avec la clé qu'on vous fournit, généralement c'est une clé qui a une durée de vie plutôt longue et même parfois indéterminée. Alors qu'ici, quand on s'assure que la clé ne fonctionne que par exemple pendant un jour ou quelques heures, on sait aussi très bien qu'une fois que vous aurez fait votre taf, vous ne pourrez plus accéder. Et lorsque vous devez revenir refaire la même chose, vous allez devoir vous réauthentifier et Google puisse vérifier que, ok, encore une fois, ce que tu veux faire c'est légitime, au lieu de te laisser rentrer simplement parce que tu as une clé qui marche tant que ça marche. Vous me direz que c'est plutôt fastidieux, certes, mais c'est avec ça qu'on se prémunit en fait de certains problèmes qui peuvent arriver. Bien. Alors donc, on fait Get OAuth. On va aller créer un ID client OAuth directement. On va dans la partie concernée. On choisit le type d'application. Ce sera une application bureau. Pour notre Python, c'est ce qui est recommandé au niveau de la documentation. D'ailleurs, pour ceux qui chercheront, vous tomberez peut-être sur une page où on vous dit de préciser le type autre. Eh bien, ce type n'existe plus. Il a été mis à jour par Google. Maintenant, il prend la forme d'une application de bureau. Sur une autre page, c'est mis à jour. Bon. Malheureusement, avec le documentation de Google, vous tomberez très souvent sur des pages qui sont pas très à jour, que ce soit en anglais comme en français. On choisit un nom et voilà. On peut maintenant télécharger un fichier JSON qui va contenir en fait nos différents identifiants et qu'on va pouvoir fournir à notre application pour se connecter. Faites attention cependant à votre fichier JSON, à ce qu'il ne soit accessible qu'à votre application et que personne d'autre ne puisse le lire. Parce que sinon, il pourra s'authentifier à votre place et effectuer des actions sur votre chaîne YouTube, sur vos vidéos. Autre chose, vu que notre projet n'est pas public et qu'il est privé, pour y accéder, il faut qu'on ajoute explicitement un utilisateur pour qu'il puisse autoriser l'application. Il faut aussi qu'on précise en fait quelles sont les permissions dont notre application aura besoin. Pour cela, on va devoir se rendre dans l'onglet concerné de la partie API et services, écran de consentement et accès aux données. Ici, nous allons préciser quelles sont les permissions de notre application. Ensuite, on va aller dans la partie audience et on va ajouter notre email. Comme ça, nous pourrons demander l'autorisation d'accéder à l'application. Bien. Les choses sérieuses peuvent commencer. On peut mettre les mots dans le cambouis, dans le code. Afin de communiquer avec l'API, on passe par des requêtes HTTP, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Cependant, dans le cas de Google, dans d'autres trucs, ça pourrait être plus ou moins être embêtant vu que vous devez vous authentifier, récupérer quel, l'utiliser par la suite. Ça peut être plus ou moins long à mettre en place dans votre programme. C'est pour cela que souvent les entreprises fournissent une librairie qui s'occupe de HTTP à votre place. Et vous avez encore une autre couche abstraite. C'est ce que nous allons utiliser dans cette vidéo afin d'aller un peu plus vite. Donc, on installe nos dépendances et voilà, maintenant, on est prêt. On code une fonction qui nous permet de récupérer un objet YouTube qui nous permettra de communiquer avec l'API. On lui donne notre fichier JSON afin qu'il puisse s'authentifier. On prépare un petit serveur local avec lequel Google va communiquer pour fournir le token une fois qu'on aura autorisé l'application. On teste ça et qu'est-ce qu'on voit? On a maintenant un lien sur lequel on peut cliquer. Ensuite, on va pouvoir autoriser l'application. Une fois qu'on finit de l'autoriser, on voit notre print s'affiche bien. Donc, on a bien pu récupérer l'objet et on a pu s'être authentifié.
Maintenant, il faut qu'on sache comment récupérer le nombre de vues d'une vidéo. Pour cela, on revient sur la documentation, on fouille un peu et on trouve dans vidéo, puis liste, on trouve une page où on nous explique comment obtenir des informations de vidéo. On a différents cas d'utilisation, on a la précision d'un quota que je vais expliquer tout de suite et ensuite on a comment s'est présentée la requête dans le format HTTP. Pour les cas d'utilisation, on a pour une vidéo spécifique, pour des vidéos et pour les vidéos les plus populaires de YouTube, aussi pour les vidéos que vous avez aimées. Nous, c'est le cas juste de la vidéo spécifique qui va nous intéresser en particulier. D'ailleurs, expliquons cette histoire de quota. Pourquoi est-ce que c'est important? Encore une autre fois, sécurité. En fait, YouTube, afin de faire en sorte que vous ne puissiez pas faire énormément de requêtes tous les jours, on vous donne un nombre total de points. Et chaque action que vous faites sur l'API va vous coûter des points. Vous avez un maximum de 10 000 points que vous pouvez consommer par jour. Avec la récupération de vues, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 1 point de consommer. Si on récupère les vues d'une vidéo, on gaspille donc 1 point. Donc il va nous rester 9 999 après notre requête. On nous fournit aussi un exemple de code Python qu'on peut utiliser pour récupérer les vues d'une vidéo. On va s'en inspirer et faire notre petite fonction pour récupérer le nombre de vues. Une fois qu'on a terminé, on va tester ça sur la dernière vidéo que j'ai sortie sur la partie 2 de Docker. N'hésitez pas aussi à la voir, elle est dans la fiche en haut à droite. C'est parti! Donc, on teste tout ça et on voit qu'il récupère bien le nombre de vues de cette vidéo. Très bien. Donc, nous avons pu récupérer le nombre de vues. Maintenant, on doit passer à la suite. Mais avant ça, je vais modifier la fonction afin qu'elle puisse aussi récupérer le category ID. Pourquoi? Vous verrez, ça sera intéressant pour la suite. Maintenant, on va s'atteler à modifier le titre d'une vidéo. Pour l'exemple, on a juste pris une vidéo que j'ai mis en privé. Donc, on va sur la documentation, on va dans la partie vidéo, puis update. On voit déjà qu'au niveau du quota, ça va nous prendre 50 points. 50 points chaque fois qu'on veut modifier le titre. Donc, on se retrouve avec un total pour l'instant de 51 points. On regarde l'exemple de code Python, on voit qu'on aura besoin de l'ID de la vidéo et aussi du category ID. Voilà pourquoi c'était important de le récupérer tout à l'heure. Allez, maintenant, on code tout ça. On teste et effectivement, on arrive à modifier notre vidéo. Maintenant, il va nous rester la partie un peu plus chiante à réaliser, la miniature. Car oui, ça signifie que pour chaque nombre de vues, on devra réaliser une miniature différente. On va se demander, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, il y a une solution. Je connais une librairie Python qui permet de manipuler des images. Comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de Zara, d'ailleurs, vidéo encore à droite, la fiche. Vous avez pu voir le concept de pixel. Une image, elle est faite de pixels, qui est juste une matrice de différents points. Et donc, il suffit juste de manipuler ces pixels pour réaliser une image ou écrire des trucs. Eh bien, la librairie Pillow nous permet de manipuler une image, de manipuler ces pixels-là. On va s'en servir pour notre miniature. Avec ça, c'est comme si on avait un Photoshop, mais juste qu'on peut manipuler avec du code. Bon, il est évidemment bien plus sobre que Photoshop au niveau des fonctionnalités, mais il fait le taf. À partir d'une image de base, pour moi, ça sera une fille d'animé qui pointe avec ses doigts le côté gauche de l'écran. Et ainsi, ça sera l'espace qui sera réservé pour écrire le test. J'ai fait un exemple d'un quoi la miniature devrait ressembler rapidement sur Canva. Comme vous pourrez sûrement le voir apparaître à votre écran. On va partir sur ça avec Pillow. Déjà, il faut aussi garder en tête qu'on ne peut pas upload n'importe quelle image. Il faut que notre image elle fasse 2 mégas, que ce soit une image au format PNG ou JPEG. Et que généralement pour une miniature, on préfère prendre une résolution de 1280 par 720. Pour notre cas, c'est plutôt jouable. Allez, on essaie. C'est parti, on s'y met. D'abord, on essaie d'ouvrir l'image et de la sauvegarder. Pour mes tests, on fait ça avec Pillow. Ça fonctionne, pas de problème. Du coup, on passe à la suite. On va devoir voir comment on peut écrire du texte. Pour cela, on code rapidement. On essaie de placer le test. Il faut préciser sa position. Il faut préciser le test à fournir. Pour nous, ça sera cette vidéo à faire. Le nombre de vues. Il faudra préciser la couleur ainsi que la fonte à utiliser. Et une fois qu'on a fait tout ça, bam, on a un certain résultat. On arrive à mettre le texte. Super. Ah, on se rapproche. Maintenant, il faut qu'on puisse mettre une ombre. Comment est-ce qu'on pourrait faire un effet d'ombre? Eh bien, si on veut y réfléchir, une ombre, c'est juste comme si on avait le test de base
mais qu'on avait réécrit avec une tête un peu plus grise, un peu plus transparente. Donc, on va faire ça. On va écrire un test avant notre test de base qui sera placé un peu plus en écart. Comme ça va faire un effet d'ombre. Donc, on code ça rapidement et voilà le résultat. On arrive exactement à faire la même miniature que sur Canva. Bien, parfait. Maintenant, il faut qu'on cherche à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer cette miniature à YouTube. Pour cela, on revient encore à la documentation, on fouille. Cette fois-ci, ça ne sera pas dans la partie vidéo, même si on aurait pu y penser. Ça sera dans la partie thumbnail, puis set. Et c'est là qu'on va pouvoir envoyer notre miniature à YouTube. On regarde le quota, on voit que ça nous coûte 50 points. Donc, on arrive à un total de 101 points pour chaque cycle de notre application où on va mettre à jour la vidéo. À la base, j'avais pour idée de faire une mise à jour toutes les 5 minutes, mais ça ne sera pas possible. On va dépasser le nombre de quotas par jour. Je vais plutôt mettre à jour la vidéo toutes les 15 minutes. Donc, ça nous fait un quota de 4 cycles par heure, 96 cycles par jour, donc 9696 points dépensés sur les 10 000 qu'on a par jour. Donc, ça rentre dans le quota. On va checker un peu l'exemple. Il nous faut juste l'ID de la vidéo. Donc, allez, on code ça. On teste et voilà, notre miniature a été mise à jour pour la vidéo. Afin de terminer, nous allons faire en sorte que notre application, une fois qu'elle a réalisé un cycle, elle attende 15 minutes avant de refaire un autre cycle. Pour cela, on peut passer par la librairie native qui est présente dans Python, time, et on fait un time sleep de 15 minutes. Et voilà, on a fini notre projet. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bien sûr, il y a plusieurs points que je n'ai pas abordés. Je vais faire différents textes avant d'arriver au résultat que vous avez pu voir. N'hésitez pas à checker le projet GitHub. J'ai mis le lien en description avec les différents liens et ressources. Allez, on se retrouve à la suite très bientôt. Ciao!